Bonsoir à tous les amis. Deuxième vidéo en très peu de temps pour moi, puisque je les tourne à des moments très proches, parce que j'en profite, je suis en vacances, hein, voilà. D'ailleurs quand je reverrai ces vidéos plus tard, je me dirai que j'aurais dû profiter. Tu aurais dû profiter, mais tu préfères faire des vidéos parce que tu aimes bien faire ça. C'est tout aussi bien. Petit préambule pour cette vidéo, je vous avais laissé avec un VPS Talk assez volumineux. C'est-à-dire qu'il était en 3 parties, comme vous avez pu voir. On a parlé du coup de l'Olympique de Marseille, on a fait le bilan en long, en large et en travers. On a essayé de parler de tout ce qu'on devait parler, et tout ce dont nous voulions parler, surtout. Et on a essayé surtout de faire ça de manière assez professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'est tourné du coup au niveau du bilan du mercato, du bilan de ce qui s'est passé l'année dernière, et surtout de ce que l'on voudrait pour l'année prochaine en termes de jeu et en termes de base que nous avions. Petit préambule assez rapide par rapport à ça. On voulait surtout faire en sorte de parler de ça parce que ça nous tenait à cœur, surtout. On a fait ça avec les deux amigos, évidemment. Et là, je repars pour une vidéo un peu plus tranquille, comme je fais d'habitude et comme j'aime bien le faire, sur un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, cela va tourner autour de la culture de l'instant. C'est parti. Qu'est-ce que la culture de l'instant? Premièrement, on va essayer de la définir. Selon moi, la culture de l'instant, c'est ce qui caractérise la vision que l'on va avoir d'un joueur, d'un élément actuel lié au football, évidemment, qui va nous faire avoir une vision du foot qui n'est pas celle que l'on pense avoir sans cet élément-là. Pour essayer d'apporter un peu plus d'exemples, parce que là, ça peut être un petit peu abstrait, on va essayer de prendre 3 choses que je qualifierais de culture de l'instant. Premièrement, on va essayer de parler de Pelé. On a vu ces derniers temps, enfin plutôt l'année dernière, voire il y a 2 ans, lorsqu'il s'est éteint, on a vu surtout que pas mal de choses ressortaient sur lui par rapport à ses buts, qu'il y avait certains buts qu'il a marqués alors que personne n'a de preuves, etc., etc., et que pas mal de choses tentaient de le discréditer par rapport à ce qu'il a vraiment apporté pour le football. À ça, moi j'ai juste envie de dire quelque chose qui est très rapide, c'est que on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans le football d'avant. On n'avait pas toute la technologie de maintenant, on n'avait pas toutes les choses que l'on a actuellement, et surtout on ne pouvait pas quantifier, comme on le fait actuellement, tous les buts et toutes les actions qui se passaient. Néanmoins, on peut être sûr d'une chose, Pelé était un joueur extraordinaire. Nombreux sont les personnes qui nous le disent, et nombreux sont surtout les... comment expliquer ça? Les facteurs probants qui découlent de la véracité des propos des joueurs avec qui il a joué. On parle d'un joueur à plus de 1000 buts, qui a essayé de faire en sorte de pratiquer le plus beau football, alors que rien autour de lui garantissait cela. On parle pas de l'époque actuelle, où il y a tout qui est fait en sorte que, des machines extraordinaires, des coachs extraordinaires et des coéquipiers extraordinaires. On parle d'une époque où il y avait beaucoup moins de gros joueurs, mais beaucoup plus aussi de danger quant à la pratique du football, parce que il s'était moins réglementé, on va dire ça comme ça. Néanmoins, il a fait des choses extraordinaires. Mais la culture de l'instant a imposé, à ce moment-là, et impose encore un petit peu maintenant, à dévaloriser un petit peu ce qu'il a effectué, en se disant, oui, mais c'était l'époque d'avant, donc c'était pas aussi dur que maintenant, donc si, donc ça. Loin de moi l'idée de mettre une affirmation ou non dans ce sujet-là, j'aimerais simplement expliquer que on vit dans 2 époques différentes et que de faire un rapprochement entre ces 2 époques est dans tous les cas factuellement faux. Parce qu'on ne peut pas quantifier un joueur de foot maintenant qu'à l'époque. La preuve est que beaucoup de joueurs de foot à l'époque ont réussi parce qu'ils avaient des capacités qui étaient faites pour l'époque, justement. C'est-à-dire que beaucoup plus de joueurs peut-être techniques, beaucoup plus peut-être de joueurs qui aimaient davantage le style de jeu qui s'y prêtait, mais aussi beaucoup plus de joueurs qui avaient l'habitude, justement, de jouer à ces époques-là parce qu'ils étaient nés dans ces époques-là. Ils voyaient leur père jouer comme ça, donc ils jouaient comme ça. Comme nous, comme peut-être mon fils, on va dire ça comme ça plutôt, vivra justement à une époque où il a vu grandir des joueurs comme Neymar, enfin, plutôt, plus trop, mais il verra des joueurs grandir comme Neymar justement, mais pas lui, mais des joueurs comme lui potentiellement, faire des choses et il se dira, bah, c'est comme ça qu'il faut que je pratique le football. Deuxième élément que j'aimerais mettre dans la culture de l'instant un petit peu, c'est justement cet effet de mode de se dire que un joueur de foot, s'il ne met pas de but, il rate son match. Je trouve ça quand même fou de se dire que maintenant on est arrivé dans un monde où, bah voilà,
t'es un joueur de foot, si tu marques pas, si tu fais pas de passe décisive ou si tu fais pas une action probante, tu ne vas pas avoir ta place à la fin du match sur le podium des meilleurs joueurs, on va dire. Et c'est ça qui, pour moi, gangrène le plus le foot. C'est que maintenant, c'est que des stats. Des joueurs le disent, des coachs le disent. Et c'est dommage de se dire que les personnes qui ont moins de légitimité à cela, c'est-à-dire les supporters, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi, peuvent, non pas moi évidemment, mais se dire que, oui mais regarde, ce joueur-là, il n'a pas marqué de but. Donc en vrai, il n'a pas fait un bon match. Un exemple concret, Eli Wahi. Eli Wahi a fait des bonnes prestations pour l'instant à l'Olympique de Marseille sur ces 3 matchs. Eli Wahi justement a fait des choses que l'on demande à un buteur de faire, créer du décalage, avoir des possibilités de tir, mais surtout être un poison et un poids, tout simplement, pour les défenseurs adverses. Et c'est là où c'est intéressant de voir que on tombe dans une paranoïa en se disant Eli Wahi est nul, Eli Wahi on n'aurait pas dû recruter, etc. Alors que Eli Wahi fait un très bon début de saison, Eli Wahi est en demande d'efforts constants, et Eli Wahi est un jeune joueur. On ne peut pas décemment nous dire, oui voilà, Eli Wahi il est pas bon, on aurait dû prendre Nketiah ou etc. Parce que, ah bah oui mais regarde Eli Wahi, bah là il aurait dû faire ci, là il aurait dû faire ça. Alors que, encore une fois, dans le jeu, s'il n'avait pas fait le match qu'il avait fait, peut-être qu'on n'aurait pas marqué autant de buts. Peut-être qu'on aurait pris des buts, etc., etc. Donc il faut être concret dans la culture dans laquelle nous vivons, mais pas constant dans l'instant dans lequel nous vivons. Parce que plein de choses s'y passent, et ce n'est pas une science exacte. Maintenant, si on avance un petit peu, sur mon 3e exemple pour définir ce qu'est la culture de l'instant, j'aimerais que l'on puisse évoquer naturellement ce qui pour moi gangrène le plus le football, encore plus que de dire qu'un joueur est mauvais, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais ça va aussi de même que les sites qui répertorient simplement les notes des joueurs en se basant juste sur des faits de data, hein, voilà, potentiellement, qui justement est mon dernier point, la data dans le football. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'on ne se base plus sur ce que l'on voit d'un joueur de football, mais sur la data, sur ce que nous disent les chiffres. Ok, là il touche le plus de ballons, là il sait faire ci, là il sait faire ça. Au lieu d'apprécier un joueur à sa juste valeur. Un joueur de foot, ce n'est pas simplement des chiffres. Ce n'est pas simplement se dire, ok, là la data me dit que les 30 meilleurs joueurs sont comme ci, comme ça, ils savent faire ci, faire ça, là, lui il défend plus à cette partie-là du terrain, il a plus de souffle là, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est trop facile de réduire un joueur de foot simplement à des chiffres. À se dire, oui, le petit Norvégien là-bas, avec la data, on me dit qu'il est incroyable. Et tu vas le prendre, le ramener dans ton championnat, où il a aucune attache, il va être nul. Et tu vas dire, putain, la data, c'est plus la merde. Voilà pour moi ce qui rentre dans la culture de l'instant. Parce qu'on va se dire, à l'instant T, ce joueur-là est bon, donc on va le ramener. Alors que non, ce joueur-là est bon parce qu'il est dans un programme qui le favorise à jouer comme il joue. Il est dans un programme qui lui dit, tu es avec les joueurs que tu aimes, tu es dans le championnat que tu aimes, tu as ta famille, tes amis, tes parents, tu as tout ce qu'il faut pour t'épanouir, alors tu vas jouer au foot. Et lui, il répond par l'affirmative. Lui joue au foot. C'est le programme concret d'un joueur de foot. Jouer au football. Mais ce qui va enrayer ce programme-là, c'est la modification simple d'une des datas de ce programme-là. Un changement d'univers, un changement de ligue, un changement même des fois juste de club dans un même championnat. Hugo Ekitike. Ah oui, c'est le premier nom qui me vient en tête. Incroyable à Reims. Il faisait des choses par rapport à son âge qui étaient incroyables. Il nous a même mis un but à nous. Incroyable. Mais malgré tout ça, Hugo Ekitike a souffert en allant au Paris Saint-Germain parce que justement, il n'a pas pu exprimer le football qu'il voulait exprimer parce que justement, il n'était plus dans son schéma de confiance, son programme de confiance qu'il avait à Reims. Il n'avait plus sa famille, ses amis, sa femme peut-être, son chien et ce que je sais moi, son petit rituel quotidien. Encore une fois, on est des êtres humains. On vit à l'instant T. Et une idée que l'on va avoir à un moment donné va changer des fois du matin à l'après-midi ou même au soir. On ne peut pas décemment nous dire ça doit se passer comme ça parce que hier ça s'est passé comme ça. On ne peut pas se dire si je veux que ça avance comme ça, eh ben ça va avancer comme ça.
la culture de l'instant nous enlève toute logique et toute objectivité sur une chose. Alors déjà qu'on en a peu, parce qu'on est des êtres humains, donc on se base sur notre expérience, notre confiance et notre vision des choses, mais à force d'avancer dans certaines choses et de se dire décemment, oui mais selon moi ça ne doit pas se passer comme ça, selon moi ce joueur doit être bon, selon moi ce joueur va marquer 30 buts, on ne va plus rien comprendre au football. Et c'est là vers quoi ma vidéo penche. C'est que cette culture de l'instant nous amène des fois à penser des choses qui ne sont pas rationnelles avec l'instant, justement. Et c'est là tout le paradoxe de la culture de l'instant. C'est que certaines fois, on va devoir, et on va vouloir, avoir une vision, parce que ça serait plus rationnel selon nous de penser comme ça. Un exemple concret, le Ballon d'Or. Tout ce qui s'est passé autour de la non-nomination de Rodrigo autour du Ballon d'Or. J'ai pas l'avis là-dessus, mais le fait de devoir avoir un avis forcément sur le fait que Rodrigo va être 27ème au Ballon d'Or, alors que, citez-moi, 3 joueurs du Ballon d'Or de 2019, hormis le vainqueur, bah voilà. On va dire les gros noms, évidemment. Mais citez-moi maintenant 3 joueurs entre le top 25 et top 30, bah voilà. J'ai écouté une émission tout à l'heure, et une personne a dit quelque chose de très intéressant, c'était Kanto d'ailleurs. Le Ballon d'Or perd de plus en plus de valeur année après année. Pourquoi ? Parce que l'instant passe trop vite. Avant, on pouvait garder en tête le fait de se dire que sur une année, un joueur était incroyable. Parce qu'on avait le temps d'apprécier l'année de ce joueur-là. Maintenant, tout va trop vite. Il fait un bon match, il est bon. Il fait un mauvais match, il a été nul. Mais là, avant, il était très bon, on s'en fout. Le problème se pose maintenant. Le problème se pose sur un échiquier qui est tellement vaste que tu bouges une pièce d'un côté, l'autre pièce va bouger numériquement. Alors que tu ne peux pas voir les choses de la même manière que l'autre personne qui est en train de jouer. J'espère que vous comprenez bien mon sujet. J'essaie de faire ça de manière simple, stable, et de ne pas non plus rentrer trop dans les détails, parce que c'est assez compliqué aussi de comprendre très naturellement. Mais il faut bien se rendre compte que plus on avance, et plus on a des difficultés à admirer le football dans lequel nous vivons. À trop vouloir être dans un football qui ne nous respecte pas. La Super League, toutes ces choses-là, toutes les choses qui font que on ne peut pas décemment aimer un football qui ne nous respecte pas. Et derrière, on se dit, bah regardez la réforme de la LDC, c'est bien, c'est super. Comme ça, au moins, tu tapes les gros adversaires et tout, etc. Oui, mais derrière, qui fait les gros matchs ? Qui fait les 10 matchs, je sais pas combien, qu'il y a à faire. Oui, mais je voyais à un moment donné sur Twitter des gens qui disaient, bah attends, c'est des joueurs de foot, s'ils sont pas capables de jouer tous les 3 jours, ils ont qu'à changer de métier. Eh frérot, c'est toi qui fais tous les efforts physiques qu'il faut pour être fit. C'est toi qui fais toute la prépa mentale. C'est toi qui dois subir des critiques des coachs, de tes parents, de ta famille, de tes amis, si t'es nul. Non. Oui, mais ils sont pas à l'usine, ils sont pas... Eh, tu choisis, frérot. Chacun choisit la voie vers laquelle il doit aller. Des fois, les personnes n'ont pas le choix. Mais je ne pourrais jamais critiquer un footballeur comme je ne pourrais jamais critiquer un mec qui est à l'usine. Tout le monde fait ses choix dans la vie, tout le monde arrive là où doit arriver. Des fois, on n'a pas trop le choix, et ça, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire à un footballeur, c'est normal qu'il doit faire tous ces efforts-là pour jouer tous les 3 jours, pour satisfaire une personne qui, au final, va juste regarder le résumé sur OneFootball ou sur je ne sais pas quelle application, en se disant, bah il a été nul. Bah voilà, d'accord. Bah voilà. Non, c'est pas ça le football. Le football est un art. Le football est noble. Tout comme n'importe quel autre travail de manutention, de livreur, de caissier, tous les travails sont nobles. Mais des travails requièrent un peu plus de développement que d'autres. C'est pour ça que des études sont faites, justement. Mais c'est pour ça que, dans le football, on doit aussi respecter les acteurs principaux qui en font ce sport noble. Bref, la vidéo va encore être trop longue par rapport à ce que je voulais faire. Bon, vous me connaissez, c'est un VPS Talk. On est là pour parler. C'est Sanka. Ciao.